Le terrorisme frappe au cœur d'un symbole de la justice. Mardi, dans la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, un détenu radicalisé et sa compagne ont attaqué des surveillants avant de se retrancher plusieurs heures. Une attaque qui montre la fragilité des établissements pénitentiaires et l'inefficacité de la réponse pénale. Laurent Wauquiez a présenté une première liste de noms de 30 candidats pour les élections européennes sans donner leur place. Alors que les sondages semblent indiquer un regain de forme des Républicains, la droite parlementaire retient son souffle pour obtenir le soutien de cadres historiques. Après avoir échoué à l'imposer au niveau européen, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a présenté sa taxe sur les géants du numérique, un coup de pied dans la fourmilière à l'occasion duquel les consommateurs pourraient être des victimes collatérales. Madame, Monsieur, bonsoir. Les prisons françaises toujours hors de contrôle. Mardi, un détenu et sa compagne ont attaqué 2 surveillants dans le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. L'homme, un certain Michael Chiolo, était radicalisé et purgeait une peine de 30 ans de prison. Il a déclaré avoir agi pour venger Cherif Shekat, le terroriste du marché de Noël de Strasbourg. Les prisons sont-elles devenues des passoires? C'est en tout cas ce que l'on pourrait penser après l'attaque terroriste au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne hier mardi. Il est 9h45 quand 2 surveillants sont violemment attaqués par un détenu et sa compagne munis d'un couteau. Le ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est rapidement revenu sur les faits. C'est évidemment un acte extrêmement grave. Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute et donc la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Ce détenu avait bénéficié d'un séjour en unité de vie familiale et c'est à cette occasion que sa femme l'avait rejoint. Après l'attaque, les assaillants se sont retranchés dans l'unité de vie familiale. Ils y sont restés une grande partie de la journée jusqu'à ce que le raid intervienne après plusieurs sommations. Le procureur de Paris, Rémi Heitz, chargé des affaires terroristes, était sur place. Très rapidement, les équipes du raid étaient dépêchées sur place. Après une tentative de négociation et des sommations d'usage, le raid intervenait, les personnes ayant fait connaître leur refus de se rendre, criant notamment « Allah Akbar » à plusieurs reprises. À l'issue de l'assaut, le détenu a été interpellé. Il présente des blessures sans grande gravité et il est, à l'heure où je vous parle, hospitalisé. Sa compagne, elle, est décédée des suites de ses blessures. L'homme, Michael Chiolo, était déjà bien connu pour sa radicalisation. Il s'était déjà renommé Abdelkarim après sa conversion à l'islam peu avant 2010. Il purge actuellement une peine de 30 ans pour enlèvement, séquestration et meurtre. En effet, en 2012, l'homme et 2 complices avaient assassiné un nonagénaire dont ils espéraient soutirer les codes d'un coffre-fort. Le vieil homme était mort étouffé avec son bâillon. Interpellé après plusieurs jours de cavale, Michael Chiolo va ensuite suivre une piste bien connue, celle de la radicalisation islamiste. Décrit comme un manipulateur intelligent, il s'illustre lors de son incarcération à la prison d'Épinal dans les Vosges en contraignant ses codétenus à boire 8 litres d'eau par jour pour les purifier de leurs péchés. Le caractère terroriste de l'attaque à Condé-sur-Sarthe n'a donc pas été difficile à démontrer, comme en témoignent les propos du procureur de Paris. Il est ressorti très vite des premiers témoignages que le détenu, en se jetant sur les surveillants pénitentiaires, avait crié « Allah Akbar », qu'il disait vouloir venger Cherif Shekat, individu mis en cause dans l'attentat commis à Strasbourg le 11 décembre 2018, et qu'il indiquait être porteur d'une ceinture d'explosifs et être prêt à s'en servir. Ces éléments, ainsi que le profil de l'individu détenu, qui purge une peine de 30 ans de réclusion criminelle, eh bien, ces éléments donc, ont justifié la saisine de la section antiterroriste de mon parquet, de même que la condamnation de cet individu en 2015 pour apologie du terrorisme. Alors que la situation dans les prisons est toujours plus explosive, ce nouvel épisode soulève de nombreuses questions sur la sécurité dans les maisons d'arrêt. À plus forte raison que le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe est censé être particulièrement protégé. Pourtant, comme un mauvais pressentiment, la prison, souvent présentée comme la plus sécurisée de France, avait été inaugurée en 2013 par Christiane Taubira, alors garde des Sceaux. On ose penser aux autres. Il faut dire que la maison d'arrêt normande abrite des détenus particulièrement dangereux. Parmi ceux-ci, Youssouf Fofana, le chef du gang des barbares à l'origine du meurtre d'Ilan Halimi.
Tony Meillon, l'assassin de la jeune Laetitia qui l'a démembrée, ou encore Aït-Ali Belkacem, tête pensante des attentats dans le RER en 1995. Avec ce beau cheptel, les conditions de travail des surveillants n'ont rien d'une sinécure. À l'heure des repas, les gardiens sont contraints de revêtir des équipements d'une dizaine de kilos pour se protéger. Ils portent même des casques similaires à ceux des CRS en manifestation. 30% des surveillants sont renouvelés chaque année et on comprend aisément pourquoi. La colère n'a donc pas tardé à gagner toutes les prisons de France. Près d'une vingtaine étaient bloquées ce mercredi matin en signe de protestation. C'était notamment le cas à la prison de Fleury-Mérogis en Essonne où les CRS ont dû intervenir. Dispersez-vous. Première sommation, on va faire usage de la force. Dernière sommation, on va faire usage de la force. En province, de nombreuses autres prisons étaient aussi sous le coup de l'émotion. C'était notamment le cas à la maison d'arrêt de Clairvaux, dans l'Orne. On est tous attristés, apeurés, et les choses ne changent pas. C'était la même limonade il y a un an et on continue le même cinéma. Et quand on voit le discours de notre ministre, on a de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? On ne sait pas. Ce sera certainement la même chose. Didier Gérard, délégué FO, explique comment des armes peuvent être introduites à l'intérieur des prisons, comme le couteau avec lequel le détenu et sa compagne ont attaqué les surveillants de Condé-sur-Sarthe. Alors le couteau en céramique, bien sûr, n'est pas détecté, comme une lame de plexiglas ne peut pas être détectée, comme tout autre objet qui est un morceau de verre, quelque chose comme ça, qui n'est pas détecté. Pourquoi? Parce que les familles passent, encore plus en hiver, très habillées sous un portique de détection de pièces métalliques. Donc à partir du moment où c'est pas en métal, eh ben, tout peut rentrer. On voit la drogue, on voit tout ça. Tout peut rentrer, un constat implacable et alarmant qui laisse présager d'autres attaques au vu de la réaction passive du garde des Sceaux. J'ai été extrêmement choquée par cette agression lâche, terroriste, qui a conduit 2 de nos surveillants à être grièvement blessés et profondément choqués. Je suis donc venue dire à la communauté pénitentiaire que j'étais comme eux choquée et que comme eux, évidemment, je mettrai tout en œuvre pour que nous puissions trouver les raisons qui ont conduit à cette situation. Choquée, mais visiblement pas décidée à prendre le taureau par les cornes, Nicole Belloubet occupe ses fonctions de garde des Sceaux depuis plus d'1 an et demi et pour l'heure, sa principale proposition a été l'installation de téléphones fixes dans les cellules de détenus. Les Républicains en ordre de bataille. À moins de 3 mois des élections européennes, le chef de file de la droite parlementaire a annoncé les 30 premiers noms retenus sur la liste. En coulisses, on s'active pour obtenir le soutien des historiques du parti. Olivier Frère-Jacques. 30 noms pour probablement une vingtaine de sièges à prendre. La Commission nationale d'investiture des Républicains présentait mercredi les 27 candidats qui suivront le trio de tête de sa liste aux élections européennes. Après François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean, les Républicains ont continué leur exercice d'équilibre entre historique, renouvellement et surtout en laissant la place aux différentes sensibilités du parti. Tout d'abord, on retrouve les députés sortants, Nadine Morano, Brice Hortefeux, Geoffroy Didier, Angélique Delahaye, Alain Cadec ou encore Franck Proust, mais pas Rachida Dati qui a choisi de se lancer dans la bataille de Paris. À ces cadres s'ajoutent de nouvelles têtes à l'image de Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale et ancien fidèle de Nicolas Sarkozy, mais aussi 2 des 3 porte-parole du mouvement, Laurence Saillet et Lydia Guirousse, toutes 2 vierges de tout mandat électif, tout comme Christina Storoni, directeur adjoint de cabinet du groupe LR à l'Assemblée. Côté élu, le maire de La Ciotat, Patrick Boré, devrait figurer en bonne position, tout comme l'adjoint de Christian Estrosi à Nice, Bernard Assot. Une manière peut-être d'obtenir le soutien de l'ancien ministre sarkozyste. En outre, 2 sièges éligibles sont réservés au mouvement Les Centristes d'Hervé Morin. Juste retour des choses, ce dernier étant une des rares figures centristes à toujours être resté fidèle à la droite parlementaire. Reste à présent la question de l'ordre des noms sur la liste, un ordre primordial si l'on tient compte des sondages alarmants du début d'année qui plaçaient la formation entre 12 et 14%, soit tout juste de quoi envoyer une quinzaine d'élus à Bruxelles. L'ordre ne sera donc pas donné dans l'immédiat, une initiative de Laurent Wauquiez que lui aurait soufflé Nicolas Sarkozy et qui vise à maintenir une concurrence stimulante entre les colistiers et surtout pousser tous les potentiels
potentiels candidats éligibles à redoubler d'efforts dans le cadre de la campagne. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante, car si les Républicains ont connu des désaveux électoraux, notamment aux élections législatives, ils peuvent compter sur une base électorale solide et il n'est pas à exclure que les sondages aient tendance à minorer les intentions de vote réelles pour la droite parlementaire. Le maillage d'élus locaux de droite aidant et les premières déceptions de la présidence Macron pourraient profiter à Laurent Wauquiez. Reste aussi, pour réussir un bon score, à rassembler dans sa famille politique, un défi pas évident alors qu'une partie de la droite a rallié Emmanuel Macron, à l'image de l'ancien ministre Raffarin et de personnalités comme l'ancien maire de Strasbourg Fabienne Keller ou même l'ancien ministre Frédéric Lefebvre. En revanche, Laurent Wauquiez peut compter sur le soutien de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ce qui n'était pas acquis mais qui pourra s'avérer utile. Reste toujours en suspens l'hypothétique soutien de Christian Estrosi, maire de Nice et président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Xavier Bertrand pour les Hauts-de-France ou encore du président de l'Association des maires de France, François Barouin. Des soutiens qui pourraient s'avérer utiles mais pour lesquels la direction des Républicains ne pourra pas faire trop de concessions au risque de paraître trop centriste alors que l'attente électorale de la base pencherait plutôt à droite. Et c'est là toute la difficulté pour les Républicains, un exercice politique électoral dans lequel ils doivent se démarquer de la République en marche sans frapper trop à droite pour conserver le soutien des cadres du parti et d'un segment électoral plus modéré. Et pour le moment, même si les sondages restent poussifs, tout semble encore possible pour Laurent Wauquiez. L'objectif d'égaler le nombre de députés sortants, à savoir 20 élus lors du scrutin de 2014, semble d'ailleurs à portée de main. Avec le Brexit, la France devrait d'ailleurs voir son nombre de sièges passer de 72 à 80, une aubaine. Examen de passage pour les GAFA. Ce mercredi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a présenté les contours de la taxe sur les géants du numérique lors du Conseil des ministres. Une imposition sur le chiffre d'affaires qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur les consommateurs. Thibaut Bastide. Bruno Le Maire entame son bras de fer face aux GAFA. Alors que les négociations pour imposer une taxation au niveau européen sur les géants du numérique tels que Google, Amazon, Facebook et Apple ont échoué, le ministre de l'économie français a lancé l'offensive pour tenter de mettre au pas les superpuissances du web. Tenter, car le chemin à parcourir s'annonce colossal. En effet, le sujet est un véritable serpent de mer depuis des années et l'absence d'unanimité au sein de l'Union européenne a toujours joué en faveur des GAFA. Ainsi, l'initiative française a au moins le mérite d'exister. Cependant, la mouture initiale de Bercy, qui prévoyait une taxation progressive allant de 1% à 5%, a été revue à la baisse. Les entreprises numériques générant une activité annuelle d'au moins 750 millions d'euros au niveau mondial et 25 millions en France devraient se voir imposer une taxe fixe de 3% sur leur chiffre d'affaires. Un ciblage permettant de ne toucher que les plus grosses d'entre elles et qui concernera 3 types de recettes. Celles issues de la monétisation de l'audience revendue sous forme de publicité personnalisée, celle de la revente de données personnelles à des fins commerciales et celle provenant des commissions prélevées sur les transactions réalisées via les plateformes d'intermédiation entre clients et vendeurs tiers de biens et services. Avec ce système, Bercy espère récupérer 500 millions d'euros, une goutte d'eau au vu des milliards de dollars de chiffre d'affaires enregistrés par les GAFA, 137 milliards en 2018 pour Google, 265 pour Apple, 55 pour Facebook et 232 pour Amazon. Cette taxe est d'ailleurs présentée comme un pis-aller en attendant une harmonisation fiscale au niveau de l'OCDE, mais elle pourrait avoir de lourdes conséquences pour les entreprises françaises et les consommateurs. Présentée comme une taxe sur les géants internationaux du numérique, l'appellation est trompeuse puisque certaines entreprises françaises comme Le Bon Coin seront touchées et de facto les clients seront les premiers concernés. En effet, pour limiter la casse, les géants du web faisant du commerce répercuteront cette taxation sur les prix des biens et services. Pour simplifier, les consommateurs paieront donc indirectement cette taxation. Nul doute que les réactions ne se feront pas attendre alors que les nombreuses taxes sont au cœur des préoccupations. Néanmoins, le projet a vocation à être temporaire en attendant le grand soir fiscal international promis par l'OCDE. Un accord de principe approuvé par 127 pays représentant 90% de l'économie mondiale a été trouvé le 29 janvier dernier, avec pour objectif d'aboutir à partir de 2020 à une juste taxation des géants du web, mais également de l'ensemble des multinationales. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref.
Carlos Ghosn, libéré, délivré, mais pas tiré d'affaire. L'ancien président de Renault et de Nissan est sorti de prison ce mercredi après avoir versé une caution de 8 millions d'euros. Il reste néanmoins placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de quitter le Japon. Après 107 jours d'incarcération, Carlos Ghosn est très affaibli, mais va pouvoir préparer sa défense. Une bonne chose selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et sa libération permettra à Carlos Ghosn de se défendre librement et sereinement. Dans toute cette affaire, depuis le premier jour, j'ai rappelé sans cesse le principe de la présomption d'innocence. Et il est essentiel de protéger ce principe de la présomption d'innocence et de laisser à chacun la liberté de se défendre dans les meilleures conditions possibles. Une Gay Pride en Corse, c'est en tout cas ce que souhaiterait mettre en place le secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Une idée que lui aurait soufflé l'inter-LGBT, évoquant l'île de Beauté comme une région où il était difficile d'assumer son homosexualité. Marlène Schiappa semble donc vouloir organiser cet événement, une démarche qui n'est pas sans froisser le milieu associatif de l'île, qui n'a pas été consulté. Dans 50 ans, toute l'Europe, Inch'Allah, sera devenue musulmane. Au moins, le ton est donné. Ces paroles proviennent de la nouvelle direction du Centre islamique et culturel de Belgique, le CICB. Son vice-président, Nordine Tawil, a notamment accusé les Occidentaux de s'habiller comme des chiens et incité les femmes à ne pas sortir de chez elles sans raison valable. Ce dernier encourage en outre les musulmans à faire des enfants afin que l'Europe devienne musulmane. Le nouveau président de la Grande Mosquée, Brahim Letous, lui, a hébergé Abdelkader Beliraj, assassin de 6 Belges à la fin des années 80. Il a également été accusé de harcèlement sexuel sur 4 mineurs. Une nouvelle direction tournée vers l'amour du prochain. Un nouveau défi sur Facebook indigne des internautes, le Cheese Challenge. Il consiste à lancer une tranche de fromage sur la tête de son bébé et de filmer sa réaction. Des internautes se sont émus du phénomène et dénoncent la maltraitance que subiraient ces nourrissons, ainsi que le mauvais exemple éducatif. Raconter l'histoire de la musique à travers une comédie musicale de 2 heures, c'est ce que proposent de jeunes bénévoles vendéens soutenus par l'ICES, l'Institut catholique de Vendée. Ces jeunes comédiens proposent un spectacle alliant art du théâtre, de l'opéra et de la comédie musicale et se produiront 6 fois entre le 7 et le 10 mars à La Roche-sur-Yon en Vendée. Le spectacle, écrit et mis en scène par Corentin Stemler, propose 5 chorégraphies originales. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Ce soir, TV Liberté vous propose de revivre la dernière cérémonie des Bobards d'Or à l'initiative de la Fondation Polémia et donc de Jean-Yves Le Gallou. Ce soir, ça va être tout simplement, non pas 1, mais 3 Bobards d'Or que vous aurez le privilège, l'honneur de remettre aux plus bons des journalistes, aux meilleurs des journalistes, c'est-à-dire à ceux qui mentent le mieux et qui nous ont fait le plus rire cette année. Et donc, il y aura 3 catégories cette année. Premièrement, les Golden Bobards, en hommage à Trump malgré tout. Voilà, c'est les Bobards internationaux, donc les plus beaux mensonges à l'international. Ensuite, il y aura le Bobard d'Or classique qui sera remis donc aux meilleurs journalistes français. Et il y aura également, actualité oblige, le Bobard Gilet jaune qui récompensera le meilleur Bobard journalistique concernant les Gilets jaunes, ce phénomène qui a pris de l'ampleur et qui a suscité pas mal de désinformation. Ça me semble assez clair. Et puis ce soir, vous retrouverez également Perles de Culture. Pour la rubrique cinéma, Arthur de Vatrigan vous emmène à la découverte du studio Saint-Louis avec un jeune réalisateur plein d'idées. Et vous plongerez ensuite dans la littérature de l'entre-deux-guerres avec Tout un monde, le livre d'Anne de Lacretelle sur son père Jacques. Et puis tout de suite, évidemment, c'est le moment de retrouver la France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est à moi de vous souhaiter une bonne soirée. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
On n'a pas fini de parler du contrôle technique parce que c'est l'une des rares choses qui permettrait de faire baisser la tension parmi les gilets jaunes. Et ceux qui voient où est le problème, je précise ça parce que les hauts fonctionnaires qui décident de votre sort ne voient jamais, eux, où est le problème, eh bien, on va leur expliquer. Le problème est qu'une démarche simple qui consistait avant toute chose à regarder vivre les gens avant de légiférer n'a jamais été effectuée. Le problème est qu'on n'a jamais écouté les gens de la profession pour essayer de définir ce qui est techniquement faisable, socialement acceptable, etc. Or, il se trouve qu'en passant l'autre jour au bar de Campagnol, le patron me dit « Ben justement, là, ce monsieur vient de me parler de toi. Il voulait te voir parce qu'il a vu ta chronique sur le contrôle technique et qu'il est contrôleur technique. » Alors, je tends la main à ce monsieur, même pas retraité, la cinquantaine, qui commence par me dire exactement où se trouve son point de contrôle près de Gaillac. Et nous perdons là de longues minutes à dire non pas à ce rond-point, l'autre avec l'hypermarché, etc. Une fois que je l'ai rassuré en lui disant que je voyais très bien l'endroit où se trouvait son garage, je le regarde avec une certaine amitié parce que c'est un méticuleux qui jongle avec les chiffres. Il a d'assez grandes mains, une grande mâchoire, il fait du calcul mental sans arrêt. Et pour illustrer ce qu'il dit, il range sur le comptoir sa petite cuillère, le sous-boc en carton, ses clés, son porte-monnaie comme ça, histoire d'organiser son raisonnement pendant qu'il me parle. Et il me parle de quoi? De son métier. Il me dit... Au début, j'adorais faire ce métier parce que c'est un métier de détective. J'aime bien enquêter. Et là, certains véhicules ont des secrets, des vis cachées, des bricolages plus ou moins légaux. Alors ça, j'aimais bien. Mais finalement, je me souviens de votre chronique et vous aviez raison, me dit-il, les gens ne peuvent plus se payer les exigences du gouvernement. Et personne au gouvernement n'a jamais demandé aux gens comme moi quel genre de clientèle vous avez, à partir de combien les réparations sont impossibles financièrement, que font les gens quand vous leur demandez une contre-visite. Donc ça... Les soi-disant spécialistes, là-haut, vous ne le demandent jamais. Parce que leur but, ce n'est pas de coller à la vie des gens, c'est de coller aux décisions de l'Allemagne ou de Bruxelles. Moi, des véhicules allemands, j'en vois tout le temps. Je vois comment les Allemands les entretiennent. C'est l'idéal, en fait, en théorie. Mais c'est impossible à faire ici. Et encore plus au Portugal. Il était portugais. Hein. Or, justement, c'est la solution allemande, évidemment, qui s'est imposée. Donc, nous sommes occupés mentalement, moralement, par ces gens qui nous imposent leur rapport à la mécanique. Et je peux vous le dire, j'ai le même. De nature, moi aussi, je suis une sorte d'Allemand. J'aime que les choses soient bien faites, bien réparées, prévisibles. Et bien là, je peux vous dire que le mal prévu est du côté du gouvernement français parce que le raisonnement économique a été bâclé dès le départ pour vendre de l'électrique, par exemple. Pour fabriquer une batterie de 1 kWh, on produit 150 kg de CO2, et je ne parle pas du CO2 que produit la fabrication de la voiture elle-même. Donc si vous prenez une Renault Zoé, par exemple, pour rattraper son déficit en termes de pollution par rapport à une voiture non électrique, il faut qu'elle roule 50 000 km. Sur le plan écologique, c'est nul. C'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit de vendre, un point c'est tout, avec leur prime à la conversion, qui est vraiment un truc à la con, je cite toujours, pour aider des gens qui ne vont certainement pas acheter une voiture à 20 000 €, eh bien, il faudrait mieux d'aider les gens qui ne peuvent pas payer les réparations et qu'on retrouve ensuite dans la nature et qui n'ont pas passé le contrôle depuis 5 ans. Avec le prix que vous mettez sur l'incitation à acheter un seul véhicule électrique, eh bien, vous pouvez faire réparer 10 véhicules traditionnels et aider donc 10 personnes au lieu d'une. Le patron du café a fait observer qu'on avait obligation d'immobiliser le véhicule. Mais notre professionnel l'a dit, mais les gens ne se présentent même plus, c'est simple. Ils encourent 135 €, ils le savent. Ils prennent les petites routes et s'ils se font prendre, on leur vole le véhicule. La gendarmerie le fait enlever. Après, vous retrouvez le type en question comme un fou, nous dit-il, dans son patelin de campagne, avec ses 2 enfants à la maison et pas d'autobus. Il prend un fusil de chasse et il menace les gendarmes. Alors moi, je dis, bravo, une réglementation européenne qui finit le fusil à la main, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. En plus, vous aviez raison, conclut-il, les gens, quand ils attendent chez moi, on dirait qu'ils viennent de passer un scanner à l'hôpital. Sans déconner, il y en a qui se flingueraient quand on leur annonce que la voiture est malade. C'est marrant, mais la Sécu rembourse les réparations pour une tumeur au genou, par exemple, mais pas pour une rotule de direction. Or, quand on y réfléchit, la dépense est tout aussi insupportable pour les gens modestes. Elle revient au même, c'est un organe essentiel. Bon, eh ben, il faut que j'y aille, nous a-t-il dit, et notre conversation s'est arrêtée là, mais cette comparaison avec la sécurité sociale et la santé humaine m'a frappé. Je vous la soumets donc. Abonnez-vous, merci. Il y a quelques années,
Au cœur de la tourmente de la manif pour tous, les médias de gauche, les membres du gouvernement, tous juraient que jamais, au grand jamais, il ne serait question, avec la loi Taubira, de toucher aux appellations père et mère dans l'état civil, à l'école ou ailleurs. Je cite un article de Libération de l'époque. Des parents 1 et 2 en lieu et place des pères et mères. L'image a le mérite d'être frappante, mais elle a l'inconvénient de ne reposer sur strictement aucune réalité. Il n'y a aucune trace de ces termes dans le texte du projet de loi. On les retrouve en revanche très tôt dans les argumentaires des associations familiales et des réseaux catholiques les plus farouchement opposés au projet. Libération continuait en criant à l'intox et nous expliquait que nous partions en live, si je cite réellement l'article, sur le sujet. Mais voilà, le problème, c'est qu'un peu d'eau a coulé sous les ponts depuis cet article de 2012 et il apparaît que le changement de dénomination père et mère au profit de parent 1 et parent 2 n'était pas un fantasme de facho excité. Il y a encore quelques jours, il était en passe de devenir réalité dans les formulaires scolaires. Émotion bien justifiée sur le sujet, bien évidemment. Passez-moi l'expression, mais décidément, la loi Taubira n'en finit pas de faire des petits. Le bon sens nous invite à ruer dans les brancards pour toutes les bonnes raisons du monde. On ne naît pas d'un parent 1 et d'un parent 2. Les parents ne sont pas réductibles à des numéros. Il n'y a pas de hiérarchisation entre un père et une mère, et j'en passe. Vous imaginez les dialogues pendant le déjeuner familial? Eh, parent 1, passe-moi le ketchup et grouille-toi. Oui, c'est élégant. Parent 1, c'est très élégant. Finalement, cette mesure va être reprise en seconde lecture et selon toute vraisemblance, elle va être reformulée avec une espèce de formule permettant de cocher à la carte le profit parental. Bon, c'est toujours un peu mieux. L'alerte chaude est passée. Cela dit, la vigilance reste de mise plus que jamais, car nous savons que nos adversaires sont prêts à tout, et c'est à cela qu'on les reconnaît d'ailleurs. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.